Bonjour à tous, on est aujourd'hui en interview croisée, nouveau format, avec Mickaël. Comment ça va, Mickaël? Bien. Et toi, Imran? Ouais, ben, ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui piquent et c'est très bien. Gros spoiler dès le début, t'es contrariant. Tu vas aller dans l'inverse de ce que tout le monde pense. Et ça, c'est très bien. C'est pour tenir tout le monde en haleine. On commence déjà. Petite présentation rapide de ton côté et puis de mon côté. D'accord. Faisons sous forme de questions, puisque c'est une interview croisée. Alors, Imran, où est-ce que tu habites? Quelle heure il est chez toi? Ah, moi, je suis à La Réunion. Il est 15h13 précisément. D'accord. Et toi? Alors, moi, j'habite à Angers, donc c'est dans la banlieue de Nantes, on pourrait dire comme ça, en province. Il est 12h14, donc, puisqu'on a switché un petit peu la minute est passée. Voilà. Chez nous, ciel couvert quand même un petit peu. Ouais, bah nous aussi, c'est couvert. Hein. Depuis 2 jours, là, c'est un peu couvert. Tant mieux parce qu'il faisait hyper chaud. C'est l'été qui approche. Ah, d'accord. Ok. Donc, Imran, c'est quoi ton métier de base? Alors, moi, là-bas, je suis techos. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur cloud, puis responsable de service desk, directeur de service informatique. Ça, c'était mon époque DSI, on va dire salarié. Pendant 12 ans, j'ai été salarié. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Donc, ça fait au total 16 années dans l'IT. 4 ans en freelance où je fais mon dernier métier. J'accompagne les chefs d'entreprise ou les DSI qui ont des projets informatiques et je les accompagne dérouler ces projets-là. Petite particularité, moi je fais pas du TJM, je vends tous mes projets au projet, je package, je forfaitise et je préfère faire comme ça me permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans mon temps. On ne me dit pas de venir de 8h à 18h, c'est moi qui organise l'avancée du projet et qui fait en sorte qu'on arrive à un résultat. Donc ça fait 4 ans que je le fais. Et depuis 2 ans aussi, activité en parallèle, mentor pour freelance tech. Donc vendre au forfait, a priori, c'est pas quelque chose de très courant. J'ai découvert ça sur LinkedIn et j'en parlais un peu. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient intéressés et qui aimeraient reprendre le contrôle de leur temps, de leur lieu de travail, etc. Et j'ai commencé à mentorer des freelance tech. Essentiellement, ils viennent de LinkedIn, mais aussi un peu sur YouTube, un peu de partout. Et donc, c'est une deuxième activité que j'ai, que j'aime beaucoup, le mentoring. Et c'est la deuxième activité que je vais sûrement encore plus développer en 2026. Et Cool. toi, de ton côté, Mickaël? Alors moi, j'ai été coaché en 2023, mentoré par un certain Imran de Saï. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je suis Scrum Master à la base. Alors c'est pas un gros mot, c'est pas une maladie honteuse, Hein. euh, mais on va en parler ensuite. Donc au départ, j'étais dev. Avant ça, même, j'étais technicien son. Ça fait 17 ans que je travaille maintenant dans l'IT. Ça fait plus de 7 ans que je suis donc Scrum Master. J'ai commencé chez des SaaS et des éditeurs de logiciels. Et puis, depuis une demi-douzaine d'années, je travaille chez des grands comptes, en fait. Donc, des références, entre guillemets, prestigieuses, hein, la Banque Postale Assurance, OVH, la Massif, la Maïf. Good. Qu'est-ce qui fait que ce soit une interview croisée aujourd'hui? Déjà, T'as t'as je m'entends besoin de aussi des quoi? gens maintenant. T'es gentil, tu fais ta com, mais attends, moi aussi, j'ai droit à mon carte de pub. C'est fait pour. Allez, bim. Voilà. Et en plus, c'est gratuit. Allez, Alors, dis-moi en plus. ouais, bien sûr, mais je laisse un silence, suspense. Donc, il y a d'un côté Split Mission, c'est la méthode que j'utilise. Elle est gratuite. Si vous sortez les doigts du derrière et que vous la mettez en œuvre, vous trouverez des missions en moins de 4 semaines, comme moi je l'ai fait à chaque fois. Mais cette année, et c'est ça qui va être intéressant, j'ai trouvé 4 missions, dont 3 qui n'ont jamais démarré. Ah, Arbitrage budgétaire, finalement, ce sera un mi-temps. Ou alors, non, mais l'équipe, elle n'a plus besoin d'être accompagnée, elle est autonome pendant le remplacement, pendant que la personne sera en congé maternité. Donc, finalement, on n'a plus besoin de quelqu'un. Euh, ou, ouais, mais le projet est en retard. Donc là, on reparle maintenant pour mars 2026. OK. Alors, au départ, remis à octobre, puis ensuite remis à mars 2026. Voilà, donc des choses comme ça intéressantes et des choses qu'on est nombreux à vivre. Donc, on s'est monté
un petit espace WhatsApp privé. Bruno Carlyle, un jour, a lancé un post sur LinkedIn en disant, écoutez, je cherche une dizaine de mecs qui ne sont pas trop manchots, mecs ou nanas, et rendez-vous sur WhatsApp, mais tu es dedans ou tu es en dehors. Voilà. Et il n'y a que ça qui marche, les enfants. Vous ne pouvez pas miser sur 50 chevaux en parallèle, etc. Vous faites une chose, une seule, vous vous y mettez à fond, parce que les gens qui, eux, ont du réseau, ils ne perdent pas leur temps. Quand vous me contactez, c'est assez simple. C'est tu m'appelles pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire concrètement, et pas c'est pour réseauter, c'est pour des synergies, etc. C'est bon, des amis, j'en ai dans la vie déjà. Donc, je n'ai pas besoin d'autres amis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je viens pour le cash, le pognon, le flèche, l'oseille, la moula. Tu as d'autres synonymes? Ah non, moi, non. L'argent, j'aime bien. C'est l'argent, voilà. Voilà. Parce que c'est un réseau professionnel. Et que font les professionnels? Ils vendent leur temps contre de l'argent. Ou mieux, ils vendent un forfait, un résultat contre de l'argent, qui est ce qu'ils font économiser chez leurs clients, une partie de ce qu'ils font économiser chez leurs clients. Ouais, et ça, c'est super parce que tu parlais de réseau, et c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui, alors, soit qui ont des a priori sur la notion de réseau et qui, comme tu disais, réseautent mal. On ne réseaute pas pour réseauter ou pour se faire des amis ou des connexions ou des abonnés sur LinkedIn ou comme sur Facebook. Le but, c'est d'aller à l'essentiel. Tu as quelque chose à apporter au réseau. En échange, le réseau t'apporte quelque chose. C'est donnant-donnant. Et dans tous les cas, comme dans un organisme, si ta cellule est cancéreuse, elle dégage. Donc, si tu n'es que celui qui prend et qui donne jamais, tu te finis par être éjecté vite fait, bien fait. Et c'est ça l'erreur où tout le monde fait. J'ai déjà rencontré moi des réseaux où à l'intérieur, tu n'as que des gens qui veulent prendre. Donc, qui donne? Il n'y a personne. Donc, le réseau, il meurt de quoi? De rien du tout parce qu'il n'y a personne pour donner. Donc, que tu n'as que des gens qui veulent, tu n'as personne qui apporte de l'eau au moulin, le truc qui finit par ne. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que quand tu donnes et que tu prends, ça s'équilibre naturellement et les gens veulent bosser avec toi. Quand tu fais que prendre, ça ne marche pas. Et dans tous les cas, tu es vite catalogué. Et c'est bien que ce que tu dis, tu es soit dedans, soit dehors. Il n'y a pas 36 000 états. Voilà. Les gens cherchent toujours à savoir ce que le réseau va leur apporter, mais ce n'est pas une bonne option. Et en fait, les meilleurs réseaux sont les plus sélectifs, les plus opaques. Oui. Ceux où on te dit qu'est-ce que tu amènes? Et tu dis mais je ne sais pas, qu'est-ce que je vais y trouver? Ah, mais c'est pas grave, dégage. Ouais, directement, exactement. Il y a plein de cas où c'est comme ça, ou sinon, quand tu vois trop, ou quand c'est trop gros le réseau, tu vas être noyé à l'intérieur. J'ai vu des communautés school, etc., énormes, ou des groupes WhatsApp énormes. Et en fait, tu as tout le monde qui veut. Tout le monde qui veut, et c'est ça qu'il ne faut pas, en fait. Même un petit groupe de réseau, enfin, un réseau d'un petit groupe de personnes avec qui tu as énormément de valeur, ça t'amènera toujours beaucoup de clients que ce que tu veux. Et ça, la qualité vaut mieux que la quantité, je pense, là-dessus. Oui, alors je ne m'étouffais pas par rapport à ça, c'est juste que c'est pas une réaction à ce que tu dis. Je suis désolé, c'est voilà, poussière dans la gorge. Non, ouais, mais t'as pas le soleil aussi chez toi, c'est pour ça. Bah oui, tu sais, nous on est des pauvres petits malheureux en métropole. Mais j'aimerais bien, moi aussi, vivre au bord de la mer et tout, j'ai adoré. Mais c'était une autre forme de mer quand j'ai habité en Bretagne, à Douarnenez. Ok. Ah ouais, non, c'est clair. Mais il y a aussi des eaux turquoises autour des Glénans, etc. On se croirait de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, il y a quand même un détail, quoi, c'est la température de l'eau. C'est pas faux. Good. Tu m'avais dit en introduction, avant qu'on commence le call, que tu as. Alors, deux sujets sur lesquels on voulait discuter essentiellement, c'est l'état du marché en cette fin de 2025, à l'heure où on enregistre, et les erreurs que les freelances qu'on accompagne font régulièrement. Donc, ça, c'est les deux gros sujets sur lesquels on voulait discuter. Et je veux bien, toi, ton avis, parce que tu as déjà commencé à faire une étude là-dessus, sur l'état du marché, et a priori, ça fait mal. Oui, j'ai compilé 50 sources. Alors, moi, je n'ai pas accès aux études primaires, celles qui sont vendues par KPMG, etc. Mais j'ai compilé quand même les articles, les distille. C'est pas très difficile, hein. J'ai pris un LLM pour faire ça. Mais après, je l'ai regardé et je l'ai confronté avec le reste de la communauté. Que moi, j'ai mis mon grain de sel dedans. Ce que les études disent, c'est ce que les gens ont envie de dire. Moi, j'ai mon point de vue. Et surtout, en tant que freelance, ces études sont surtout prévues. Une partie d'entre elles pour des freelances, celle de Freework, mais d'autres, comme celle de Numéum KPMG, sont prévues pour les ESN.
Alors, ce que les ESN se disent, c'est nous, on aimerait bien que le marché redémarre début 2026. Et elles vont sûrement avoir raison, parce qu'en janvier, c'est là où on prend les commandes, où on lance les missions. Mhm. Et donc, on voit une embellie pour le premier semestre 2026. On aimerait une embellie pour le premier semestre 2026. Et puis après, ça sera sans doute un petit peu plus difficile. Bah oui, puisqu'en août, on arbitre les budgets et qu'en général, on coupe les missions en septembre ou on en redémarre certaines. Donc, on fait des arbitrages budgétaires. Donc, bravo, Madame Birma. Hein, je n'avais pas besoin de dire ça. Et en plus, c'est ce que vous avez envie, mais ce n'est pas ce qui va se passer. On a une crise des financements sur le build. Le run n'est pas affecté, ou peu. Mais sur le build, on voit depuis 2024 que c'est devenu compliqué. On prend moins de devs, donc moins de gens pour encadrer les devs. Voilà. Et ça, c'est pas juste une tendance conjoncturelle parce que le loyer de l'argent était cher. Il y a ça, effectivement, Mhm. qui fait que les startups et les grands comptes ont globalement pris moins de monde. Mais il y a aussi une commoditisation de nos métiers. Alors moi, je parle pour les gens du réseau d'affaires Agiletech, le réseau dont je m'occupe. Donc, il y a les métiers donc, du dev, de la qualité, les QA, les agilistes, donc coach agile, Scrum Master, Product Owner. Les autres, j'adore vos boulots aussi, c'est juste que je ne suis pas compétent sur tout. Et déjà, c'est pas mal tout ça. Et pourquoi je suis compétent sur ces sujets? Parce que j'ai été dev, que j'ai été QA, que la qualité logicielle, c'est une passion depuis le départ, et que les processus sont importants pour arriver à un logiciel de qualité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis Scrum Master. Voilà, donc focaliser sur les process. Donc ces métiers, en fait, ils sont devenus commoditisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, il y a moins d'offres pour un nombre de freelances beaucoup plus grand, puisque les gens sont. Il y a eu une vague de freelancing depuis une demi-douzaine d'années. Et j'en fais partie, donc il n'y a aucune critique sur le sujet, mais le fait est qu'il y a moins de missions et qu'on est nombreux. Et d'autre part, donc, donc, moins de financement, moins de build, moins de besoins de dev, moins de besoin d'encadrement, moins de besoin de dev, moins aussi de logiciels construits, moins de besoin de tests. Ce n'est pas forcément tout ça très intelligent, mais l'enjeu, ce n'est pas comment nous on pense, c'est comment Mhm. on pense les gens qui nous achètent nos services. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, je vais pivoter vers les PME. Oui, bon move, mais pas en faisant ce que tu fais aujourd'hui. En fait, Exactement. tu ne feras plus le même métier. Et donc, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a plus de travail pour nous. C'est rassurant. Du C'est moins, pas vrai, pas du travail tel qu'on le connaît jusqu'à actuellement. exactement. Donc, on va parler du problème et on va parler de la solution. Donc, le problème, donc, ces métiers sont devenus courants. En fait, on les achète comme des paquets de lessive. Et vous l'avez remarqué dans les entretiens de recrutement, malheureusement, parce qu'on recrute des freelances. Ce n'est pas ce que devraient faire les freelances, mais Mhm. voilà. C'était un marché confortable, ce marché des grands comptes. Finalement, on se contentait de faire à peu près la même chose que ce qu'on faisait en CDI, mais avec de meilleurs revenus potentiels. Et puis, par contre, on assumait nous-mêmes les intercontrats, ce qui pouvait être positif pour des profils comme moi, pour lesquels les ESN avaient du mal à trouver des débouchés. Mhm. Donc, du coup, on maîtrisait au moins où on allait. On n'était pas contraint d'aller seulement sur les entretiens que dégotaient les commerciaux de l'ESN. Mais là, on est obligé de devenir entrepreneur. Parce que, en fait, cette tendance, c'est une tendance de fond. Donc, qui a pris les budgets? Alors, d'une part, les entreprises investissent moins, les grands comptes, mais d'autre part, elles ont investi une partie de ces budgets sur des POC, sur l'IA. Ces POC ne donnent Mhm. pas de retour sur investissement, mais en attendant, l'argent il est brûlé. En tous les cas. D'autre part, cette bulle IA, elle est triple. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Une bulle financière, une bulle d'usage, une bulle technologique. Bulle financière, aujourd'hui, Michael Burry, qui avait prédit la crise de 2008 et pris des positions pour cette crise, Mhm. contre les subprimes, il prédit une crise de l'IA en 2026 et il a pris 1000 milliards de positions avec son fonds d'investissement. Ils ont déjà dégazé 400 milliards en octobre 2025 sur les valeurs du Standard & Poor's, sur les valeurs liées à l'IA. L'argent ne disparaît pas. Voilà. Donc, eux, en fait, ils empruntent de l'argent pour miser sur le fait que le prix de l'action NVIDIA baissera. Mhm. Bulle, donc aujourd'hui, on a 2 data centers aux États-Unis qui attendent désespérément d'avoir de l'électricité et qu'ils n'auront pas.
Donc, bulle technologique parce que les LLM ne sont pas des IA. Les systèmes experts sont des IA. Mais on utilise à tort, pour certains débouchés du machine learning comme les LLM, le terme d'IA, alors que le LLM n'a pas conscience de ce qu'il produit. Oui. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a peu de retour sur investissement, parce que d'abord, les datas sur lesquelles s'appuient ces IA sont de mauvaise qualité, qu'elles soient globales comme pour l'LM ou spécialisées internes à l'entreprise comme avec un SLM qu'on créerait soi-même. Mhm. À titre d'information, IBM se porte très bien. Eux, ils n'ont jamais misé sur les LLM. Ils misent sur les SLM, les Small Language Models, des langages spécialisés, des modèles de langage spécialisés pour un cas, par exemple, beaucoup dans le médical chez IBM. Pas que, mais entre autres. Donc là, on a un modèle qui raisonne vraiment sur des données de qualité, entraînées sur des données qu'on a sélectionnées et qui produit des résultats supérieurs à ceux que produisent les professionnels du métier. Voilà. On ne sait pas les débugger, ce ne sont pas des systèmes experts, on ne peut pas les débugger, mais par contre, on sait que leurs résultats sont corrects, ils sont validés par la confrontation avec des experts du métier. C'était le cas, par exemple, de Big Blue qui jouait aux échecs contre des joueurs d'échecs, etc., Mhm. et qui gagnait. Donc, on ne sait pas trop bien comment ils raisonnent, mais on sait que ces résultats sont bons. Voilà. Et parler de raisonnement pour un LLM, c'est pousser le bouchon un peu loin. Un LLM ne raisonne pas. En fait, il explore une base de données vectorielle et il va d'un mot à l'autre en prenant à chaque fois les mots les plus proches. C'est aussi un biais marketing, parce que tu vois, en fait, dans les LLM, ils te mettent raisonnement courant, détail du raisonnement. C'est un biais marketing, en fait, pour te montrer que tu vois, tu mets le mot raisonnement, comme ça résonne. Mais c'est pas le bon. C'est en fait une recherche comme celle de votre GPS. Voilà, avec le même type de base de données. Donc, une bulle des usages et donc une bulle aussi des métiers, c'est-à-dire tous les coachs agiles, QA augmentés par l'UA, etc., par l'AI, ça ne sert à rien. En fait, dans même pas quelques mois, début 2026, sortiront des versions des logiciels qu'on utilise aujourd'hui, mais avec une fonctionnalité IA. Donc, vos compétences sur Claude, ChatGPT, Gemini et autres, elles ne serviront pas. J'ai un exemple de ça. J'ai accompagné un client sur la gestion des tickets pour son service desk, donc informaticien, des techniciens, j'ai des end-users qui ont des tickets. Donc l'outil intègre déjà de l'IA depuis le début, c'est-à-dire que la réponse au ticket, il sait la faire. L'investigation, vu qu'il a tous les postes dans le logiciel, il est capable d'envoyer les bonnes requêtes pour faire les bonnes commandes, pour vérifier que le poste il est bon. Donc il y a déjà énormément de choses. Donc mon technicien, donc ils sont 3 ou 4, mes techniciens sont des super techniciens. Ils n'ont pas eu à apprendre à utiliser l'IA parce que l'outil dans lequel ils sont tous les jours est déjà augmenté. Donc, eux, ils pilotent juste cet outil, donc c'est bien fait, mais ils n'ont rien eu besoin à faire en termes d'apprentissage IA. Ils ont juste à poser les bonnes questions, à cliquer sur les bons boutons, c'est intégré, et bim, ça fonctionne. Donc, pas de compétences supplémentaires à avoir sur la partie IA, comme tu disais. Par contre, une expertise technique du client, une méta-vision de ce qu'il raconte, est-ce que c'est pas de la merde? Mais ça, oui. Mais à partir de là, il y a 90% des tâches répétitives sans valeur ajoutée, boum, qui passent dans le mécanique, quoi. Ouais. Ce qui change, c'est qu'en fait, il faut avoir un regard très critique. Il ne faut jamais laisser la main au LLM, parce que le LLM est un générateur de texte. Les agents IA qui sont déployés, par exemple, dans le cadre de la fonctionnalité que tu décris, ce sont le même type d'automation, en fait. Ils se basent sur du texte. Et il y a un paramètre, souvent dans les IA, qu'on peut régler, par exemple dans ChatGPT Pro, qui est la température. Ce n'est pas le seul, mais c'est pour donner un exemple, qui permet en fait de doser cette inventivité du LLM. L'hallucination, en ce moment, on emploie ce terme, le taux d'hallucination du LLM. Voilà. Et donc, ce qu'on va demander à l'humain, c'est de vérifier que le résultat de la machine est correct. Et vous en êtes garant. Et vous ne pouvez pas venir en disant « Oui, mais en fait, je n'ai pas jeté un coup d'œil, ça se fait très bien, 90% du temps, etc. » ainsi de suite. Ce qui compte, c'est que l'utilisateur il vient vous voir et vous dit « Tu m'as vendu quelque chose qui ne marche pas. » Pire, les 10% qui restent peuvent te mettre en danger. Alors, quand c'est la vie des gens, on parle du médical, donc ça, c'est un problème encore plus grave. Mais dans ta production, tu peux avoir ta production qui crache pour les 10% que tu n'as pas vérifié et tu ne sais même pas comment débugger parce que ça a tellement foutu le bordel et tout mis en spaghetti que tu ne sais plus revenir en arrière. Voilà. Donc cette bulle d'IA va exploser, probablement. En tout cas, c'est ce que des experts, moi je ne suis pas expert du sujet, mais c'est ce sur quoi ils misent, en fait. Ils mettent leur argent là-dessus, sur le fait que cette bulle va exploser. Donc, c'est pas que un effet d'annonce où je dis « Ah, moi, je vais annoncer que ça va exploser »,
Donc, le gars, il le croit tellement qu'il a mis 400 milliards, c'est ça? 1000 milliards. Il a déjà parié 1000 milliards sur le fait que ça va exploser. Il parie de l'argent beaucoup plus gros que son entreprise, qui est déjà bien capitalisée. Et en fait, évidemment, s'il perd son pari, il perd son entreprise. Ça, c'est... Il est skin in the game. Voilà, bon, au moins c'est clair. Voilà. Donc, nos métiers vont disparaître. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'aimerais bien continuer à travailler quand même. Toi aussi, Imran? Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, l'idée, c'est de reprendre nos compétences et de les transposer ailleurs. Donc, Scrum Master, on sait faciliter des meetings, on peut faciliter des masterminds et des co-devs, des masterminds de dirigeants et des co-devs de cadres. Donc ça, il faut apprendre à faire ça, mais ce n'est pas très compliqué à apprendre pour nous. Et ensuite, il faut avoir un raisonnement d'entrepreneur, donc aller le vendre. Alors, apprendre à vendre, et là, on pourrait parler du coup, on pourrait switcher sur les erreurs. J'ai suivi ou subi plusieurs accompagnements à la vente faits par des commerciaux professionnels qui me demandaient de passer 40 heures par semaine pour vendre et avec le même mindset et les mêmes techniques qu'eux, ils ont. Oui. Épuisant. 40 heures par semaine à passer d'école? Pas tout à fait ça, mais bon, parce que ça se basait sur LinkedIn, etc. Mais donc, avec une loi du nombre. Ça marche beaucoup mieux pour moi maintenant depuis que je passe 5 quarts d'heure par jour. Ouais, je suis d'accord. Non, on avait dit que le jeu, c'était que normalement, j'étais censé perturber les gens. En fait, c'est d'accord. Bah oui, mais le problème c'est ça, c'est qu'on réfléchit tous les deux pareil, donc on va pas beaucoup perturber les. Si on va pas se perturber nous, mais on va peut-être perturber les gens. Mais oui, moi aussi je préconise ça, c'est 15-20 minutes maximum par jour. Notre métier c'est pas commercial et c'est pas de faire 8 heures de commerce. Non, on a de la valeur à délivrer. Donc si tu passes 8 heures à commercer, bah, à quel moment tu délivres de la valeur? C'est pas possible. Et puis, il y a un truc, c'est qu'en fait, je ne serai jamais un commercial. Je n'ai pas 10 ans d'expérience, donc je ne serai pas aussi bon qu'eux. Donc, qui je vise? Je vise des entreprises qui sont suffisamment petites, qui ont suffisamment de budget, donc pas trop petites, mais suffisamment petites pour avoir accès directement aux décideurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on nous vend comme bullshit sur LinkedIn? C'est je vais automatiser ta prospection à destination des CTO. Tu crois que les CTO, ils ont ça à foutre de répondre aux devs freelance qui leur demandent une mission? Ouais, mais surtout les CTO, les pauvres, c'est les seuls qui sont bombardés. CTO et DSI, si tu regardes, 100% des freelances avec qui j'ai échangé, j'ai envoyé plein de messages à des DSI et des CTO. Les pauvres, je pense qu'ils doivent avoir au moins des centaines de messages chaque jour et toujours tu as des copier-coller avec les mêmes techniques, etc. Non, mais il faut arrêter avec eux, les pauvres, il faut les laisser tranquilles. Le pire, c'est que c'est facile de les atteindre. Bon. Mais c'est comme au billard. Tu les Ah atteins oui? direct. Oui, directement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle avec les gens dont le métier est de parler sur LinkedIn. Bah oui. Ce n'est pas les CTO. Bah non. C'est d'autres gens dans l'entreprise, dont le métier est de parler sur LinkedIn. Et eux, je leur parle. Et qu'est-ce que je fais? Tu as dit que dans un réseau, il faut apporter de la valeur. Je les traite en partenaires. Et je commence par leur apporter, sans me poser de question de quand je vais récolter. La question, c'est qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et surtout, si on est sur un problème difficile, urgent, donc douloureux, urgent et reconnu, à ce moment-là, on récoltera. Comment on le trouve? Ça, c'est une question de positionnement, ça dépasse largement ce qu'on voit aujourd'hui, mais clairement, aujourd'hui, il y a un problème de positionnement. Il y a un problème de positionnement pour les gens qui sont sur Malte, qui n'ont pas de résultats. Bah oui. Il y a un problème de positionnement sur LinkedIn, même si vous êtes bien positionné, de toute façon, vous n'aurez pas plus de résultats parce qu'il n'y a pas que le positionnement qui fait ça, mais sans le bon positionnement, vous n'y arriverez pas. Mais c'est surtout que c'est passif, c'est-à-dire que quand tu n'es pas actif, quand tu mets à jour ton profil et tu attends qu'on te contacte, tu n'as aucun contrôle sur rien du tout, premièrement. Et deuxièmement, c'est facile de te comparer. Parce que si je tombe sur ton profil, je suis tombé sur 10 autres ou 15 autres ou 100 autres profils exactement de la même façon que je suis tombé sur le tien. J'ai fait ma recherche avec les bons paramètres dans Sales Navigator ou je ne sais pas trop quoi, et je ressors 100 candidats et je vais aller pouvoir trouver, si j'automatise en plus, OK. Donc, le fait d'être comme tout le monde, et ça revient à ce que tu disais au départ, on reste une commodité, et pire, on se commoditise nous-mêmes, et donc au final, on se range. Ça, j'aime bien le même où tu as Buzz l'éclair, et après, tu as 100 000 Buzz l'éclair là sur le rayon. Voilà, c'est pareil, en fait. Tu as l'impression d'être vers l'infini et au-delà, et en fait, non, tu es le même, joué, répliqué des centaines de fois. Et c'est là où le positionnement intervient. Comment je fais pour ne pas être sur cette étagère? Alors, quel positionnement? Parlons concret, donnant des trucs. Donc là, attention, enregistrer, réécouter. Je vous donne ce que je vends aux autres. Et je le vends cher, je le vends 6 000 €. J'ai dit que Sprint Mission, c'était gratuit.
Oui, mais évidemment, c'est une magnette. Mon accompagnement coûte 6 000 € les enfants. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Alors, évidemment, je vous rends solvable, donc je ne vous demande pas 6 000 € upfront. Voilà. On voit de plus en plus maintenant d'accompagnement, de mentors, de freelance, qui certains demandent upfront un montant entre 1 500 et 3 000 €. Ouais. D'autres se font payer plutôt au résultat. Ils vous demandent un petit quelque chose pour être certain que vous êtes quand même un petit peu sérieux, que vous allez être skin in the game. Et puis ensuite, ensuite, je vous facture 1000 balles pendant 6 mois. C'est super simple, dès que vous allez trouver votre mission. Donc, get ready. Donc, TDev Backend. Aujourd'hui, Dev Backend, c'est une commodité. Il y en a plein des Dev Symfony experts avec 15 ans, 20 ans d'expérience. Ce que les entreprises achètent, c'est ce pourquoi elles n'ont pas le choix, elles doivent le payer. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent payer? La maintenance du legacy, le fait de pouvoir ajouter des fonctionnalités dans un legacy qui est vraiment down. Tu ne seras pas le seul, mais si tu te positionnes sur le craftsmanship, il y a une niche. La cybersécurité, c'est un des rares marchés qui tire le marché vers le haut. Aujourd'hui, le marché de l'IT, il est encore en croissance. Qui le tire? Les SaaS et les éditeurs de logiciels. Le marché de la prestation, il a une baisse de croissance. Ce n'est pas qu'il est en baisse pure, c'est qu'il est en baisse de croissance. Il est tiré au sein du marché de la prestation par la cybersécurité, la data et l'IA. L'IA, c'est un mauvais cheval. On a vu qu'il allait se cracher. Et tout le monde mise dessus. Donc, c'est un océan rouge. Et en plus, c'est une bulle qui va éclater. Donc, ce n'est vraiment pas le truc sur lequel je miserai aujourd'hui. La data, si vous êtes spécialiste data, vous avez de la chance. Si vous êtes dev back-end, positionnez-vous sur la sécurité du code, parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes en cybersécurité. Donc, vous devenez l'allié des RSSI. Positionnez-vous sur le RGPD, la conformité et l'utilisation de la data. Dites, moi, je suis capable de stocker des données d'une façon suffisamment ordonnée pour qu'on puisse récupérer facilement les données quand le consommateur les demande et qu'on puisse les traiter, les effacer, par exemple, à sa demande. Les corriger et les effacer à sa demande. Donc, je suis conforme à RGPD. Les budgets, tout ce qui est légalité, les entreprises n'ont pas le choix, elles le font. Cybersécurité, elles peuvent vouloir prendre des risques. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Si vous êtes dev front-end, ce pourquoi les entreprises n'ont pas le choix, depuis juin, en fait, au niveau réglementaire, c'est l'accessibilité. Accessibilité, oui. Ça aussi, je l'ai vu plusieurs fois. 106 points de compliance au RGA. La performance, c'est un enjeu de référencement naturel. Et le référencement naturel, ça, c'est des enjeux justement de performance économique des entreprises. Donc, elles sont prêtes à investir. C'est moins un point douloureux, mais c'est un point où on peut justifier un retour sur investissement et on peut proposer, par exemple, du forfait. Là où c'est plus difficile sur la sécurité du code ou autre, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et donc il vaut mieux que vous vendiez là du TGM, je pense. Voilà. On a vu que pour les Scrum Masters et les coachs agiles, il y avait un débouché auprès des PME en se défocalisant complètement, en enlevant complètement le mot agile, qui est mal perçu aujourd'hui. Pour les product owners, si vous êtes hyper senior, product ops, et pour certains Scrum Masters très spécifiques, ça peut être un débouché. Mais autrement, restez product owner. Focalisez-vous sur la valeur, l'impact produit. Et éventuellement, orientez-vous vers le PMM, si vous avez déjà une affinité avec le marketing. Voilà. En tout cas, on ne peut plus être aujourd'hui des animateurs de rétrospective ou des gestionnaires de backlog. Oui. Tu dis ça, mais de ton côté, mais côté DevOps, etc., c'est un peu la même chose. Cloud, etc. Pour la même raison, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se commoditisent. Avant, tu avais besoin de beaucoup de compétences en interne pour pouvoir mettre en place. Maintenant, tu en as besoin de plus beaucoup. Il y a plein d'outils qui sortent, il y a plein d'outils le marché devient mature. Et donc, on n'a pas besoin d'exécutants, on a besoin des gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et comment je peux gagner. Alors, je ne peux plus trop gagner sur les salaires ou quoi que ce soit, mais comment tu peux me faire gagner sur l'utilisation des plateformes, l'utilisation du cloud. Aujourd'hui, je consomme énormément de cloud. Comment je peux, si tu me fais gagner un pouillème multiplié par le nombre de mois que je gagne ce pouillème, ta prestation, elle est vite rentabilisée. Et donc, ça, c'est quelque chose… Oh, c'est le FinOps. Ouais, le FinOps. Ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Je vois beaucoup de DevOps aller là-dessus, en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où alors, je prends AWS parce que c'est le truc qui revient régulièrement.
Ouais, ok, on a mis plein de trucs dans AWS et à la fin du mois, on a, je sais pas, 2000, 3000, 4000 euros de facture. Ok, pour une PME, 4000 euros quand même. Et là, quand tu mets la main dedans, bah, en fait, tout est surchargé. Bon, c'est n'importe quoi. Et avec un bon optimisation, tu fais économiser pas mal d'argent. Et là, quand tu vends une prestation, c'est hyper simple. Tu passes de 4000 euros à 500 euros, je te fais économiser 3500 euros tous les mois. Donc, ma prestation, elle peut valoir 10 000 euros, c'est sûr que tu vas la payer. Même si j'interviens qu'une seule journée dessus, hein, tu vas la payer tout simplement parce que le gain, il est. Et donc, ça, c'est super important parce que de notre côté aussi, côté Ops, côté, on va dire, chefferie de projet, DSI, etc., il y a, la maturité fait qu'on cherche des gens qui réfléchissent et pas des exécutants, de moins en moins d'exécutants. C'est un peu moins vrai en PME. En PME, on ne cherche pas des spécialistes, on cherche des gens qui réfléchissent et qui savent mettre la main dans le cambouis. Donc là, tu es plutôt, on est à l'inverse de spécialise-toi dans une techno, on est plutôt dans le mouton à 5 pattes, le fameux mouton à 5 pattes. Pourquoi? Moi, je le vois hein, en tant que prestataire pour mes clients et en tant qu'accompagnateur de freelance. Bah, le client, il va te parler d'un sujet, OK, cloud, et le jour d'après, ah, j'ai besoin d'aide sur la partie e-commerce, puis j'ai besoin d'aide sur la partie antivirale sur mes postes de travail. OK, si toi, tu es spécialisé dans un truc et que tu ne sais pas du tout comment mener à bien, tu vas te faire remplacer par quelqu'un qui a touché un peu à tout, qui est peut-être pas expert en rien, mais qui sait piloter d'autres prestataires, des intégrateurs, des solutions logicielles, etc., qui, eux, sont spécialistes et qui ont une force marketing bien plus forte. On revient au fameux profil T-shape. Donc, le profil T-shape, c'est ce profil qui a une compétence forte au niveau vertical et une compétence horizontale, une capacité à toucher à d'autres sujets connexes. Exactement. T-shape, ça, c'est un truc, c'est un vieux principe, ça existe depuis vraiment pas mal de temps, mais souvent les gens ils ont juste la barre du T, tu vois. Je sais faire ça très bien, mais on le voit bien en fait, hein, on se fait de plus en plus remplacer sur le je le fais très bien. Par contre, celui qui orchestre et qui pilote, ça devient une compétence qui est un peu plus compliquée. Il y a ça, et après il y a un point aussi, c'est dans ce monde d'IA, etc., c'est la confiance que tu as avec ton prestataire et ton client. Tu l'as dit au départ, hein, je me positionne comme un partenaire. Je ne suis plus juste un exécutant que tu payes pour venir faire quelque chose. Je suis là à une échelle stratégique. Je viens t'aider et je veux être là pour t'aider sur le long terme. Je veux que tu gagnes. Parce que si toi, tu gagnes, moi aussi, je gagne. Et je ne suis pas juste là pour te dire, écoute, paye-moi, je fais le taf et débrouille-toi derrière et en sors-toi si tu n'arrives pas à faire. Non, c'est pas ça. Je me positionne, je suis skin in the game. Et ça, je le vois dans la différence entre ceux qui signent et ceux qui ne signent pas. Ceux qui ne signent pas sont. Alors, c'est pas péjoratif, mais ils sont en mode mercenaire. Ceux qui signent sont en mode écoute, je viens à la guerre avec toi. Et je suis en première ligne et je suis avec toi. Et t'inquiète pas, je ne vais pas fuir en cas de pépin. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent des partenaires de confiance. Là, on ne parle même pas tech, on ne parle même pas CV, on ne parle pas même expérience. On parle juste confiance. Donc, si tu ne crées pas de confiance avec les gens avec qui tu travailles, bah, tu es vite remplacé. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelqu'un qui va créer de la confiance un peu différemment, un peu mieux. Et ça a beaucoup d'impact sur les discussions que tu as avec les partenaires ou avec les clients potentiels. Je vois plein de gens qui parlent beaucoup trop technique et beaucoup moins. Bah, comment je peux montrer que tu peux avoir confiance en ma capacité à t'aider? Et c'est ça qui fait toute la différence. On voit justement dans la façon de vendre, les erreurs, là on a parlé de l'état du marché, on a parlé des problèmes, des solutions. On a mélangé un petit peu aussi avec les erreurs que font les freelances, hein, c'est logique. Là, je me concentre un peu sur les erreurs que font les freelances. Vous allez trop lentement ou trop vite. Vous allez trop vite au départ et trop lentement à la fin. Au début, en fait, vous ne vous posez pas la question de comment je réagirais si on me draguait comme ça. Il faut facilement 7 points de contact. Au moins, comptez au moins 7 points de contact avant de commencer à proposer quelque chose à votre prospect. Souvenez-vous que lui, peut-être au départ, il n'a même pas conscience de son problème. S'il a conscience de son problème, peut-être qu'il en recherche une solution et qu'il ne sait pas quelle pourrait être la meilleure solution pour son problème. Peut-être qu'il a trouvé quelle solution serait pertinente pour son problème, mais il ne sait pas encore quels sont les produits incarnent cette solution. Et puis, à la fin, une fois qu'il vous a trouvé vous, parce qu'il sait que votre produit correspond à la solution qu'il recherche, etc., voilà. Là, il y a cette question de confiance. Pourquoi vous plutôt que quelqu'un d'autre? Parce qu'il vous connaît. Vous êtes là depuis longtemps. Vous étiez juste à côté de lui. De temps en temps, il vous voyait. Au début, il
Il s'est dit, OK, demande de contact, pourquoi pas, etc. Il a vu vos contenus. De temps en temps, pas besoin de devenir influenceur. Il a vu vos Ah contenus. oui, non, surtout pas. C'est pire. Vous avez juste parlé de trucs, vous n'avez pas cherché à faire un post qui fait des vues. Juste, il s'est dit, ah ouais, c'est pas con ce qu'il dit. Et puis, il a senti que vous étiez en capacité de travailler sur son besoin et pas juste sur sa demande. Mm. Vous étiez en capacité de le challenger, de lui dire, mais en fait, ce que tu me dis là, si je fais ça, ça ne va rien résoudre. Et donc, vous êtes là depuis longtemps et vous n'avez jamais été avare de vos conseils. Parce que, en fait, mes conseils, je peux vous les donner tant que je veux, vous ne réussirez pas pour autant à trouver une mission. Ça, c'est aussi un point hyper important. Je l'entends souvent. Même si je donne mes conseils ou je donne la solution ou je lui dis d'aller faire comme ça, il n'aura pas besoin de moi et donc j'aurais perdu le lead. Totalement faux. Pas parce que tu lui as montré le chemin qu'il est capable de l'emprunter. Il a besoin. Sam et Frodon, hein, c'est ça tout le temps. Tu as tes Sam et le client, c'est le Frodon. Donc, ouais, il a peut-être le chemin, mais il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et c'est ça que tu vends. Tu ne vends pas le chemin. Il est capable d'aller sur ChatGPT et de trouver le chemin, mais il n'est pas capable de l'emprunter. Et nous, c'est sur ça qu'on doit se positionner. On doit se positionner sur je suis la bonne personne pour t'accompagner sur son chemin pour que tu arrives au bout. Et c'est toi le héros de l'histoire, je t'en vais t'enlever tous les obstacles. Et ça, c'est super important dans le positionnement. C'est exactement ce que tu disais. C'est que on n'est pas là pour. En fait, la solution, elle existe. On n'est plus à une époque où un secret hyper bien gardé, et c'est ça que tu vends. Tu vends le secret. C'est rare, enfin, à moins d'être dans les top technologies de pointe. Oui, OK, à très grande échelle, où des milliards se jouent. Mais nous, à notre échelle, on n'a pas une connaissance qu'on est la seule personne à avoir au monde et que tu dois me payer pour l'avoir. Non, ce qu'on a, c'est on paye ton expérience. L'accumulation d'obstacles que tu as eu dans ta vie, que tu as su résoudre, que le client ne veut pas avoir à subir. Il ne veut pas passer X années à refaire le même chemin. Il veut juste aller au résultat, direct, et ça tombe bien, tu sais tous les pièges à éviter. Et c'est ça que nous, on vend à nos clients. Il va falloir qu'on découpe cette vidéo en épisodes parce qu'on est incapable de s'arrêter tous les deux là. Non, on va laisser comme ça. Il n'y a que les gens qui restent jusqu'à la fin qui auront le nectar. Ah, trop bien. Voilà. Donc, au départ, vous allez trop vite, vous envoyez un message, vous balancez, moi, combien de fois par jour ou semaine, on me balance des CV à la gueule. Ben oui, c'est clair. Nickel, je cherche une mission, tu ne pourrais pas m'aider. Mais bien sûr, je suis là pour ça et gratuitement. Mais oui. Mais mec, j'ai une boîte à faire tourner. Qu'est-ce que tu viens m'interrompre là? Donc, mais évidemment, c'est ça. je bloque. Boîte à faire tourner. Les gens, ils doivent se mettre. Toi, tu es freelance, tu as une boîte à faire tourner. Donc, mets-toi dans ce mindset-là aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu m'apportes pour commencer? Enfin, je veux dire, quand je contacte les gens, je leur apporte un truc, pas d'emblée non plus, je leur balance pas non plus comme ça à la gueule le, le lingot d'or, si tu veux. D'abord, c'est mal poli. Prends ce bijou polo. Non, prends ce bijou polo. Non, prends ce bijou polo, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je ne sais plus d'où vient cette citation, je la trouve géniale. Donc, bon, ChatGPT saurait y répondre. Hein. Donc, au départ, en fait, il y a plein de façons de vérifier les intentions, les signaux d'achat. Et donc, moi, j'utilise la version gratuite de LinkedIn comme un CRM. Je n'ai pas besoin de CRM externe. J'en ai un qui me provoque, qui me donne encore plus de valeur. Mais ça, c'est déjà quand vous avez franchi un certain nombre d'étapes. Mais en fait, dans mon fil LinkedIn, je ne vois que les gens qui sont mes prospects et mes principaux partenaires. Et mes partenaires sont des gens avec qui j'ai des actions régulières. Donc, c'est une demi-douzaine de partenaires, c'est des personnes, ce n'est pas des entreprises. Autrement, je ne vois que mes prospects. Donc, comme ça, j'interagis naturellement avec eux. C'est pour ça que j'y passe peu de temps. Dans ma messagerie, elle est organisée comme un tableau Kanban. Je sais tout de suite où je dois agir et je ne dois pas agir dans prioritaire, je dois agir dans autre. Parce que prioritaire, c'est la boîte de réception par défaut. Donc, tout ça, vous le retrouvez sur mon profil dans les documents à télécharger, le détail de comment on fait tout ça. Parce que là, sinon, on y passerait quelques heures et là, ça serait un peu long, vraiment, expliquer tout ça. Ensuite, vous allez trop lentement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a les signaux d'achat, pourquoi vous attendez? Pourquoi vous continuez à suivre votre process? Et souvent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Hey, Mickaël, je vais acheter ce truc-là. » Alors, souvent, c'est trop tôt. En fait, c'était juste un test marché, donc je ne leur réponds pas. Je les laisse, sans doute que j'ai perdu ces clients. Ce n'est pas grave, c'est un signal.
qui permet de me dire je vais dans la bonne direction. Il faut accepter qu'on ne peut pas signer tous les clients. Ouais. Et puis parfois, c'est du bruit. Parfois, par malchance, tu réussis du premier coup. Tu lances un truc, t'en parles, et tout de suite, quelqu'un débarque en disant « Oh, trop bien, c'est exactement ce que j'ai cherché, etc. » Et tu commences à servir ce client, etc. Et pendant ce temps, tu n'es pas en train de continuer à prospecter. Oui. Et tu n'as Et pas validé un marché. En plus, comme tu dis, par malchance, ça a fonctionné du premier coup. Donc, tu n'as pas pris le temps de déconstruire qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Donc, tu vas dire, ouais, j'ai lancé, ça a marché, ça se vend tout seul. Et en fait, non, ça ne se vend pas tout seul. C'est qu'il y a eu un certain nombre d'étapes qui se sont passées, peut-être de façon très rapide et totalement transparente. Mais ces étapes-là sont les étapes que tu dois essayer de reproduire pour que ce soit un système répétable. Sinon, tu as juste de la chance. Et tu vas lancer plein de. Enfin, la méthode des spaghettis au mur, tu vois, lequel reste collé. Ah non, 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 non. Parce que quand tu sais comment faire, c'est répétable ad vitam, quoi. Et donc, tu dois déconstruire qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Une fois que tu sais le faire, tu retestes. OK, je pense que ça a marché pour ça. Je teste, je fais des itérations, etc. Jusqu'à ce que tu aies un système. Et c'est là où beaucoup de gens pensent que la prospection, c'est de la chance. Tiens, je vais envoyer 1 million de mails. Et sur les 1 million, allez, il y en a un, il suffit d'un seul qui signe. Ouais, mais 1 million avec 0% de chance de signer, ça fera toujours 0. Donc, Voilà, il faut mettre ça en place. là, on perd notre temps. Effectivement, l'idée, c'est de bâtir des vraies relations avec des gens sans se poser de questions de quand ils achèteront ou autre, parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Donc, la prospection, c'est une forme de réseautage, un réseautage orienté avec le camp-based marketing. Donc, on vise une dizaine, quinzaine de cibles à la fois maximum en même temps. Dans ces cibles, on va avoir 3, 5 contacts maximum. Ça vous fait déjà 50 personnes qui peuvent défiler dans votre fil LinkedIn. Vous avez de la chance, ces gens-là, ils sont très peu actifs sur LinkedIn. De la chance ou de la malchance. Donc, il va falloir aller chercher autrement les signaux en les invitant sur des événements, dans des groupes, pour vérifier si ça correspond à leurs intentions, à leurs problèmes du moment. Donc, un test peut échouer à un moment donné, mais plus tard, le problème peut survenir, etc. Donc là, c'est le problème de la qualification. Donc, avec les notifications LinkedIn, on a une façon pas très intrusive et très douce de qualifier les prospects. C'est beaucoup plus intelligent que d'aller emmerder les gens en MP en permanence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les gens ont répondu à ce signal, bah là, il faut activer, enclencher. Donc, il y a, je dirais, l'action dans Split Mission. Ce que je vous donne gratuitement, c'est ce que tout le monde sait faire, c'est s'inscrire sur Pilote, aller sur Collectif, sur Malte, etc. et optimiser son profil. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Payer un accompagnement sur ce sujet-là, ça n'a plus de valeur parce que même une fois que vous ferez ça, vous serez toujours sur un océan rouge. Ça pourra vous amener quelques missions, et c'est pour ça que je vous propose de démarrer par là, parce que vous n'êtes pas capable, au départ, quand vous êtes un ancien CDI, vous êtes gardé cette mentalité de CDI, vous n'êtes pas dans une posture d'investisseur, vous ne dites pas, je vais investir 10% de mon chiffre d'affaires pour continuer à développer mon entreprise. Donc, je vous donne ce que vous attendez, des missions. Et puis, à un moment donné, vous apercevez que vous n'en trouvez pas de cette façon, ou trop peu, ou de façon trop irrégulière, ou qu'elles ne sont pas assez bien rémunérées. Et oui, vous êtes les TGM. Ah oui, les TGM, ils ont chuté. Vous êtes devenu une commodité. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez conscience de votre problème. Je vous ai parlé tout à l'heure des 5 stades de conscience du problème. Peut-être que je vous ai travaillé comme un prospect. Peut-être que j'ai quelque chose à vous vendre. 6 000 euros. Voilà. Et donc, je vous ai fait, en fait, ce lead magnet vous permet de devenir problem aware. Et à partir de là, je peux commencer à vous parler. Avant, ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas conscience de votre problème. Donc, si je vous dis, tiens, tu as un caillou dans ta chaussure, ah mais non, mais en fait, j'ai toujours eu un caillou dans ma chaussure. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un caillou dans ma chaussure. C'est normal d'avoir mal aux pieds. J'ai l'impression que tu appliques toi-même ce que tu enseignes aux autres. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je crois que c'est une compétence qui se perd de façon un peu beaucoup sur, sur les internets. Vendre quelque chose que tu sais faire. Peut-être que tu fais pareil aussi. Bon, on est là, vous ne voyez pas les émojis fleurs un peu partout qui descendent sur l'écran. Oui, c'est clair, on s'envoie des fleurs. Non, mais c'est important en fait. Tu peux pas, comment dire, te former ou choisir un formateur ou quoi que ce soit qui te vend quelque chose que lui-même n'applique pas. Alors qu'il n'applique plus, c'est autre chose, mais qu'il n'applique pas ou qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'a pas vu, bah, on en a vu beaucoup trop et ça a desservi, on va dire, au sens large, tout ce qui est accompagnement, mentoring, coaching, etc. Pourquoi? Parce que on a vu un peu de tout. Et là-dessus, ça c'est super important en fait. Si toi-même tu vois en œuvre sur toi que les méthodes fonctionnent,
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec tout type de profil. Parce que c'est la même chose, ce sont des humains en face qui ont des besoins, des problèmes et qui veulent chercher des solutions. Une fois que tu as compris ça, bah, tu as compris la mécanique, quoi, tout simplement. Je pense qu'on a atteint le tipping point, là, on peut terminer. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, je pense qu'il en faudra beaucoup plus. Mais pour un premier, c'est très bien. Tu as un mot de la fin? Bah, fin. Enfin, très bien. Ah, c'est comme Camoulac, c'est un petit mot. Oui. Non, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le lien de nos profils juste en dessous de la vidéo. Comme ça, chacun peut aller voir ce qu'on propose, etc. Et faire connaissance. Venez discuter en MP. Alors, pas pour nous envoyer vos CV ou nous dire est-ce que tu as une mission pour moi. Si tu envoies ça et que tu es arrivé à là dans la vidéo, c'est que tu n'as pas compris. Il faut regarder une deuxième fois. On est bon? On est bon. Bonne journée à toi. Salut, à très vite. Allez, bye.